Ah bah, c'est 31, voilà. Et bah, Et bienvenue on y à va. tous. Bienvenue à tous et à cette quatrième journée de la semaine sur la capacité d'agir des habitants au service de la résilience des territoires. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Angoulême, donc les expériences d'Angoulême, de Saintes et de Brest. Ça sera Nicolas Lebert, un intervenant de l'école qui anime les formations à destination des habitants à l'école, qui va être notre intervenant, notre animateur aujourd'hui. Nicolas, je te laisse la parole. Merci Alice pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, moi je suis très content d'animer cette table ronde d'habitants. On va, comme les autres jours de la semaine, pouvoir découvrir des initiatives portées par les habitants, par les conseils citoyens qui font quartier. Donc, on va avoir la chance, en ordre, d'abord de découvrir ce qu'a fait le Conseil citoyen de la Grand Fond à Angoulême, autour d'un sujet qui sera débattre au sein du Conseil citoyen entre intérêt général et intérêt particulier. Donc là, ce sera Jean-Claude Carrère, Lucien Renaud et Bernard Leroy qui prendront la parole. Ensuite, on n'ira pas très très loin, du côté de Saintes, pour découvrir une initiative de Gwendoline Rincon Torres, qui est mexicaine d'origine, voilà, et qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais on a pu enregistrer une super vidéo. Elle nous parlera de sa piñata, d'origine mexicaine, pour faire fêter un peu ensemble le quartier et faire parler les habitants du quartier. Et puis on finira, puisque c'est l'heure du déjeuner, c'est pas mal, avec avec merveille, Biakombe Mugungu, qui viendra nous parler en fait de son projet de repas partagé sur le quartier, de cuisine partagée, donc pour le conseil citoyen de Kerangof-Loti. Donc 3 expériences très diverses sur des sujets très différents. Et puis donc on a 1h30 ensemble, et nos règles du jeu depuis le début de semaine, c'est à chaque fois on va prendre un temps pour écouter l'équipe du Conseil citoyen, ce qu'elle veut nous partager, ce qu'elle a mis en place sur le terrain. Et puis, donc, il y a une quinzaine, vingtaine de minutes pour présenter ça. Et derrière, vous avez toutes et tous la possibilité de poser vos questions, pour savoir un petit peu plus dans le détail ce qui s'est passé. Si vous avez vos questions qui vous viennent directement, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, dans la discussion, et on les prendra par la suite. Donc voilà, on veut que ce soit très participatif. Juste avant de se lancer, puisqu'il est déjà 34, petit point technique. Dans la mesure de possible, coupez vos micros pendant que les personnes présentent leurs initiatives, et vous aurez par la suite, dans le temps d'échange, la possibilité de leur allumer. C'est important pour avoir une oreille, en tout cas attentive, sur les récits que nous allons avoir en ce déjeuner, enfin sur cette heure du déjeuner. Donc sans plus attendre, je propose de passer la parole au Conseil citoyen de la Grand Fond à Angoulême, Jean-Claude Carrère, Lucien Renaud et Bernard Leroy, pour qu'ils puissent nous présenter ce projet, débattre au sein du Conseil citoyen entre intérêt général et intérêt particulier. Je vous laisse la parole, messieurs. Et vous pourrez nous mettre le premier document? Tout à fait. Hop. Pour pouvoir vous expliquer, ce n'est pas vraiment un projet, c'est une problématique qu'on a traitée souvent, et on a pris un exemple sur le thème de l'intérêt général et intérêt particulier. Pour le Conseil citoyen, on prend l'exemple d'une problématique qui s'est déclenchée à partir d'un projet d'école, puisque toutes les écoles du quartier dans l'opération de renouvellement urbain ont été fermées et vont être remplacées par un seul groupe scolaire que vous voyez là, les bâtiments en blanc. Et en plein cœur du projet, au milieu, il y avait une rue qui a été supprimée pour une raison qu'on considère d'intérêt général, c'est-à-dire aussi bien social qu'environnemental. C'était pour conserver le square que vous voyez à gauche, le square d'Arras, qui est là. Et dans le projet initial, ce square devait être supprimé pour implanter l'école.
Et donc, pour le préserver, on a accepté qu'il y ait suppression de la rue qui s'appelle rue Théodore Botrel. Voilà. Donc, le but, ce n'est pas de présenter le groupe scolaire qui a un intérêt important, mais le fait de supprimer une rue dans le quartier a fait qu'on a percuté, si on peut dire, le fonctionnement du quartier en supprimant de nombreuses places de stationnement et en modifiant le plan de circulation. Alors, comment le Conseil citoyen a-t-il pu articuler intérêt général et intérêt particulier? Je parle d'abord sur le plan de l'intérêt général. Le Conseil citoyen, dans tous les lieux et temps de concertation, aussi bien avec l'équipe d'architectes qu'avec la ville, n'a cessé de dire que le projet de groupe scolaire ne pouvait être pensé sans prendre en compte tout le quartier qui l'entoure et au service duquel il doit répondre. J'ai oublié de dire qu'au départ, nous n'étions pas très favorables à ce grand groupe scolaire, mais nous n'avons pas eu d'autre solution que de l'accepter. C'était un impératif fixé par la ville et par l'ANRU. Par ailleurs, le Conseil citoyen a été à l'écoute des habitants qui ont exprimé et défendu des intérêts particuliers en termes de stationnement, de nuisance. Et c'est Lucien Renaud qui est à mes côtés qui va vous exposer la problématique. Bonjour, je suis un habitant de la rue Pierre-Sémar, qu'on voit sur le plan là, qui est juste face à l'école. La bande noire. Voilà, ici. Voilà. Et le stationnement qui est actuel sur cette rue, devant nos maisons, attenant à nos maisons d'ailleurs, devrait être supprimé. Et donc, nous voulions, nous, habitants de la rue Pierre-Sémar, nous souhaitions conserver ces stationnements actuels qui existent depuis plus de 30 ou 40 ans, sur un trottoir, enfin sur une bande de 7 mètres et quelques, qui devrait donc être remplacée par une piste cyclable, piste piétonne. Enfin bon, pour l'instant, c'est toujours à l'étude, hein, on n'a rien de défini. Donc, pour illustrer la séparation, si je puis dire, entre le Conseil citoyen et entre les intérêts généraux du Conseil citoyen que défend le Conseil citoyen et les intérêts particuliers, nous, habitants de la rue Pierre-Sémar, nous avons décidé, après concertation bien sûr, de faire une pétition, d'adresser cette pétition à la mairie, à monsieur le maire, pour des raisons bien particulières. Hein. J'ai la pétition sous les yeux, des propositions donc que nous avons faites pour libérer pour conserver ces places, afin de donner la possibilité aux habitants, surtout ceux qui ont deux voitures par exemple, ceux qui ont des enfants en bas âge, pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui craignent pour leur sécurité quand il fait nuit, parce que quand on rentre chez soi le soir, s'il faut aller se garer on ne sait trop où, comme on dit, au diable vauvert, c'est toujours un peu gênant. Il y a des gens qui reçoivent, enfin, on reçoit des amis, des familles, et quand on les reçoit, on aime bien qu'ils puissent se garer devant chez nous, évidemment, puisque c'est l'habitude qui a été prise depuis une trentaine d'années. Voilà. Nous avons des soupirails aussi qui permettent d'accéder au sous-sol et qui permettent surtout de faire livrer du mazout, par exemple. Donc, comment accéder à ces soupirails si le stationnement n'est plus comme il était jusqu'à présent? Voilà, quoi. Et puis, sans compter que le stationnement, qui a été supprimé donc par la rue Théodore Botrel, se voit
comment dire, reporté ailleurs, dans les voilà, autres rues du quartier. Reporté dans d'autres rues du quartier, d'autant que nous allons avoir, selon le projet, une salle, un ancien hôtel qui va être transformé en auberge de jeunesse, une extension au niveau du foyer de jeunes travailleurs un petit peu plus loin sur la rue Pierre-Sémar, voilà, ici. Donc forcément des voitures en plus, forcément des habitants en plus. Voilà, en gros, il y a une centaine de places de stationnement qui sont supprimées dans le projet, alors qu'il n'y a pas pour l'instant de projet de stationnement voilà. Tout comme la circulation, c'est pareil. Alors là, par contre, c'est avec le Conseil citoyen que nous avons proposé un plan de circulation. Il est à l'étude. Oui, on peut dire ça, oui. On nous écoute. Voilà. Bon. Ouais. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais il n'y a pas de plan de circulation prévu pour le moment. L'école, on implante, c'est sûr, mais le reste, on ne sait pas. Voilà comment donc, en réalité, nous avons séparé les intérêts généraux et les intérêts particuliers par la création, par l'envoi d'une pétition à la mairie, même si nous sommes conscients que ces changements vont embellir le quartier, certainement, on en est persuadé, la route, l'école, la végétalisation, certainement, bien qu'on ne sache pas non plus pour l'instant ce que va être la végétalisation réellement. Bon, voilà comment on a fait. Je pense que j'ai dit l'essentiel. On montre le profil de la rue. Oui, on peut montrer le profil de la rue. L'autre document. Vous pouvez l'autre document. C'est celui-là. Voilà. Ah oui, alors qui est le projet à droite? À droite, oui. On voit bien, alors c'est le deuxième projet, puisque la piste cyclable, enfin c'est plus une piste cyclable, c'est une chaussée partagée, voiture, piste cyclable, et sur la droite avec du stationnement voiture, ce qui n'était pas prévu dans le premier projet qui a été présenté par la mairie. Nos maisons étant ici, là. Attends. Je pense. Oui, mais il faut dire à droite. Les maisons étant à gauche ou à droite? Non, côté résidence Pierre-Sémar, c'est ça? Oui. Enfin, là, sur la vue de. Sur la vue, les maisons sont à gauche. Et à droite, c'est le groupe scolaire. D'accord. Les maisons sont à gauche. Si. Oui, ça ne change pas grand-chose. Il y a du stationnement rétabli d'un côté de la rue. Voilà. Un point qu'il faut ajouter, c'est que l'effet de la pétition, ça a été un peu un coup de fouet qui a été donné et qui a provoqué une rencontre avec tous les partenaires, une rencontre qui s'est faite au foyer des jeunes travailleurs, je crois, et qui a permis de recaler un petit peu, d'être mieux écouté. Et donc maintenant, le projet d'école, l'école est en train d'être déconstruite. Le projet, certainement, va prendre du retard, mais on est dans une période où on peut, avec les ateliers de concertation, être dans des propositions très concrètes. Mais on attend, comme le disait Lucien, on n'est pas encore assuré que notre proposition de nouveau plan de circulation soit acceptée. Et justement, par rapport à ce que vous dites, le rôle du Conseil citoyen par rapport à ce plan de circulation, par rapport à cette concertation, parce que j'imagine que les concertations s'inscrivent dans ce qu'ont fait aussi les équipes d'architectes, etc. Quel rôle vous avez joué concrètement en termes de mobilisation, justement, d'information vis-à-vis des habitants? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le côté très opérationnel et concret de cette mobilisation? Pour le Conseil citoyen, on a participé à des ateliers et on a très concrètement fait une proposition. On est toujours quand même dans une fonction de proposition, une proposition on modifiait le plan et
pour mobiliser les habitants, la première chose qu'on a faite, c'était une pré-mobilisation. Au mois de septembre, on a fait en pied d'immeuble qu'on appelle une rencontre citoyenne où le samedi après-midi, on invite les gens et pour les rencontrer. Donc, on met sur des panneaux nos propositions et il y a des boissons à déguster de façon que ce soit un moment aussi assez convivial. Voilà. Oui, on sait que ça fonctionne toujours plutôt mieux comme ça, avec ce temps de convivialité. Des réunions, oui. Et quand vous parlez justement de récurrence, est-ce que vous pouvez expliquer, ça a duré sur combien de temps, la fréquence des réunions? Ça s'est déroulé dans le premier, ça s'est déroulé dans le premier semestre parce que la pétition des riverains a été faite fin 2021, début 2022. Et puis, à la suite de ça, il y a eu donc 2 réunions de concertation avec les élus de la ville par rapport à cette rue et par rapport à un autre endroit. Par rapport à un autre endroit de l'autre côté de l'école, où il y a d'autres immeubles et puis des difficultés éventuelles de stationnement. Donc, ça s'est fait dans le premier semestre de l'année, quoi. J'ajouterais que pour la première fois depuis qu'on existe, à un moment donné, on se sentait pas tellement écouté et donc on a proposé une réunion à tous les partenaires, la ville, la préfecture, l'agglomération. Et ce jour-là, on a invité la presse, ce qui n'a pas forcément plu, mais aux élus, forcément. Et donc, mais du coup, ça a donné un coup de fouet et ça a été plutôt positif. Ce n'est pas une chose qu'on pratique souvent, mais là, on s'est senti obligé de la faire parce que ça a créé beaucoup de… Il y a des gens dans le conseil citoyen qui étaient tellement déçus que certains sont partis. Il disait à quoi on sert si c'est comme ça pour des pots de fleurs. Voilà. Et donc, ça a eu un effet très positif, à notre avis. Oui, parce que justement, par rapport au conseil citoyen, donc ce que vous évoquiez, c'est que par rapport aux membres initiaux, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une forme de lassitude et que certaines personnes partaient du fait du manque d'écoute ou peut-être d'ancrage dans le quartier et des faits. Deux choses, c'est pas qu'il y ait énormément de personnes. Il y a le noyau dur qui est une quinzaine de personnes. Quinzaine de personnes. Qui sont parties. Mais par contre, oui, par rapport au tout début du Conseil citoyen, puisqu'il est né en 2017, effectivement, il y a eu un renouvellement assez important, mais le fait de travailler sur ce coin-là fait que pas mal de personnes du quartier et près de l'école sont venues et maintenant sont des membres actifs du Conseil citoyen. Pour attirer des gens du Conseil citoyen, il faut que aussi on réponde aux attentes des habitants et aux attentes concrètes des habitants. Et ça, là-dessus, vous l'avez justement vu, cette mobilisation un peu autour d'un objet qui était le groupe scolaire. En tout cas, c'était un projet concret, donc c'est ça qui a permis les gens sont venus spontanément à vous. Expliquez peut-être comment, parce que est-ce que les gens vous ont connu par les réunions de concertation? Expliquez-nous un petit peu comment les habitants ont fait connaissance, entre guillemets, avec le Conseil citoyen. Oui, là, je vous ai parlé de cette rencontre citoyenne où on a eu quand même une cinquantaine de personnes. On travaille aussi avec des flyers pour inviter les gens. Ce n'est pas quelque chose qui marche très, très bien. On est dans un quartier avec énormément de collectifs. Et donc, cette façon de travailler, le fait d'aller vers les gens, c'est beaucoup plus efficace. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a aussi, on a une lettre du projet qui paraît tous les 3 mois, dans laquelle on a droit à un édito. Voilà. Et le dernier édito n'était pas là-dessus. Ça remonte à la lettre numéro 4, je crois, ou 5. Il y a aussi on a aussi pratiqué, bon là on l'a moins fait, mais on a aussi pratiqué des balades à travers le quartier pour rencontrer au gré des, voilà, de manière inopinée, sans réunion d'information, sans accroche particulière, pour rencontrer d'autres habitants dans le quartier.
qui vaquent à leurs occupations, quoi, voilà, qui sont dehors, quoi. Ça peut être un moyen aussi d'informer les autres habitants sur le conseil citoyen. L'autre caractéristique de notre conseil citoyen, c'est qu'on est un collectif, on n'est pas sous forme associative, on se réunit tous les mois et tout le monde est invité, c'est-à-dire que c'est pas, on appelle ça bureau, mais ça n'a rien d'un bureau ni d'un conseil d'administration. Donc aujourd'hui, quand on se réunit, on a à peu près une quinzaine. D'accord, donc c'est grâce à ça aussi, grâce à la mobilisation, vous avez pu, enfin, on se rend compte que vous avez, ce que vous avez précisé, hein, ce qui est intéressant, c'est toute cette démarche un peu d'aller vers d'informations qui dépassent le flyer pour essayer de capter davantage les gens. Et est-ce que vous sentez, alors après je laisserai les membres poser les questions, mais justement ce que vous me disiez sur une meilleure compréhension du rôle du conseil citoyen grâce justement à ce projet, quel est aujourd'hui le rapport en fait des habitants du quartier avec le conseil citoyen? Ça, c'est un point faible du conseil citoyen. On l'a évoqué avant-hier soir à notre dernière réunion. On est en train d'élaborer un guide parce que notre visibilité est vraiment insuffisante dans le quartier. Beaucoup de gens, comme on est un collectif, l'association la plus visible, c'est le centre social, dans lequel on était adossé. Mais on a encore beaucoup de travail pour que le conseil citoyen soit saisi comme un élément important par les habitants. Et puis on peut dire aussi, si je peux me permettre de rajouter, que la vie quotidienne des habitants dans les immeubles du quartier n'étant pas facile, donc arriver à se projeter sur des projets comme dans le cadre de l'ORU, qui sont à des délais de plusieurs années, c'est compliqué, alors qu'il y a la vie quotidienne qui n'est pas facile, quoi. C'est pas simple de mobiliser les gens. Oui, donc il faut trouver des sujets, en tout cas, sur des temporalités qui permettent de la mobilisation des habitants, trouver un équilibre entre le temps long du renouvellement urbain, souvent, et les temps plus courts de la vie quotidienne. Oui. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage. Je pense qu'on va passer maintenant aux questions-réponses avec la salle. Je vais arrêter de partager l'écran. Je vois qu'il y a eu des questions qui ont été déjà posées dans le chat, dont une sur… vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y ait cette réunion collective qui vous a un peu plus fait connaître et être reconnu et plus écouté en tout cas. Est-ce que désormais les élus vous associent aussi à d'autres projets et actions du contrat de ville? C'est une question. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire nous associer, mais depuis le départ, on est au comité de pilotage. Au début, il y a eu un séminaire qui a débouché sur ce qu'on appelle une charte de la relation citoyenne, qui fait que sur chaque projet, on nous dit ça, c'est soit de l'information, de la consultation, de la concertation et de la co-construction. La co-construction, ça reste un mot très, très beau, mais ça, c'est rare qu'on soit vraiment dans la co-construction. La concertation, oui. Dès ce soir, maintenant, on a établi des relations suivies avec les élus de la ville. Une fois par trimestre. Une fois par trimestre, on fait le point sur les sujets les plus chauds et on demande où est-ce qu'on en est, parce que souvent les gens nous disent mais quand est-ce que ça va être démoli, quand est-ce qu'on va être relogé, quand est-ce que l'école va être construite. Elle était prévue d'être construite et d'être rentrée en fonction à la rentrée 2024. Dans le contexte actuel, on parle maintenant de 2025. On verra si. Voilà. Donc, mais maintenant, dès qu'on a un problème, on a, j'allais dire, un lien, une élue qui est à la fois à la ville et à l'agglomération, à laquelle on envoie nos remarques, nos revendications. Vous avez une ligne directe désormais. Voilà. Pour avancer sur les différents sujets. Je vois qu'il y avait aussi une autre question dans le chat
savoir si, puisque vous en avez parlé, mais est-ce que le projet NPNRU est suivi aussi par un prestataire pour la concertation, l'organisation des concertations? Et si oui, est-ce qu'il vous implique ou est-ce que vous avez un rapport particulier avec lui? Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de prestataire pour la concertation. On a une chargée de mission à l'agglomération qui suit, avec laquelle on est en très bonne relation, qui nous tient au courant, qui nous envoie par mail, à qui on téléphone. Mais non, il n'y a pas de prestataire sur la concertation. Oui, mais c'est des agents de la mairie. Enfin, il y a à la fois, parce qu'on a des contacts à la fois avec l'agglomération d'Angoulême, qui est directement chargé du global de l'ORU sur l'agglomération, puisqu'il y a un autre quartier d'une autre commune périphérique qui est aussi un ORU, et puis à la mairie d'Angoulême à proprement parler, il y a aussi des techniciens avec qui on a un contact direct, mais il n'y a pas d'intermédiaire, de prestataire. Par contre, on a un problème, on avait des permanences auxquelles on ne va plus parce que pendant 2 ans, on a eu une salariée qui suivait 3 conseils citoyens et cette salariée aujourd'hui a été licenciée et donc on est en train de démarcher pour la remplacer parce que pour nous, on est tous des bénévoles, mais le bénévolat, ça a ses limites. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants par rapport à cette démarche d'Angoulême du Conseil citoyen? Alors, je vois Patricia, alors, vous avez répondu en partie tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez répéter comment passez-vous les informations aux habitants? Quels sont les outils, les méthodes que vous avez pour communiquer auprès des habitants? Alors, on a à peu près répondu, on n'est pas des as de la communication. Donc, les rencontres citoyennes, on en a fait 2 l'année dernière. On en a une qui était prévue au mois de janvier et qu'on a été obligé de reporter parce qu'on a peur au mois de janvier d'avoir, avec le temps qu'il fait, en plus on a une salle qui va être en travaux qui ne sera pas à notre disposition. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de bouche à oreille. Ça passe aussi par des gens qu'on rencontre au centre social. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, mais c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Hein, c'est vrai. Oui, il faut essayer de multiplier le bouche à oreille, le aller vers, il y a la lettre du projet que vous avez, les balades urbaines que vous organisiez, enfin essayer de trouver différents formats qui permettent d'aller toucher les gens, mais effectivement, on vient d'avoir 2 balades urbaines proposées par la mairie sur l'aménagement des sentiers, parce que tous les sentiers du quartier doivent être réaménagés. Devrait. Et on va faire une réunion bientôt le 7 janvier. Décalé, c'est ce que oui, le 7 janvier, on l'a décalé au mois de mars. Voilà. Donc avec également des temps de rencontre un peu pour se faire connaître et puis communiquer les informations. Oui. Je vois une autre question qui est apparue dans le chat sur une question sur qui employait votre salarié. L'employeur, c'était le centre social. Et il se trouve que les relations entre l'employé et l'employeur n'ont pas été toujours au beau fixe. Et donc, elle a été licenciée pour autre chose, pour une aptitude médicale. Pour une aptitude médicale. Et donc, maintenant, même la prochaine ou le prochain salarié ne sera pas dans un centre social. On pense qu'il sera pris en charge soit par la ville, soit par l'agglo. Le problème, c'est que là, on attend la réponse. On a fait un courrier à l'agglo et à la ville. Mais le problème, c'est que pour un adulte relais, c'est 20 000 € par an versés par l'État. Et c'est un poste qui coûte à peu près, suivant la catégorie, le double. Et donc, ce qui veut dire que la ville, si elle porte le poste, devra mettre 20 000 €. Or, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est partout pareil en France, mais quand on demande de l'argent en plus, c'est loin d'être gagné. Voilà, donc on ne sait pas ce qui va advenir. Et la deuxième chose, mais là, on a l'exemple d'un autre conseil citoyen
dont la salariée est portée par la ville, on posera aussi nos conditions. On veut bien que la ville porte le projet à condition que notre indépendance soit assurée. Voilà. Nous, il n'est pas question d'être au service de la mairie, elle est à notre service et au service des habitants. Bien sûr. Je vois deux dernières questions, parce que je vois qu'il est 13h et on va essayer d'avoir le temps de parole de 30 minutes pour chacun. Mais une question, est-ce que les parents d'élèves se sont intéressés au conseil citoyen, justement, dans cette démarche autour du groupe scolaire? Est-ce que vous avez des échanges avec eux? Oui, enfin, je peux répondre. Bah, pardon. Pas tellement. On ne peut pas dire que ça soit fondamental. Ce qu'on a fait, parce que donc, le nouveau groupe scolaire se construit à la place de deux écoles existant dans le quartier dans lequel il y avait des élèves. Donc, ces deux écoles ont été transférées dans d'autres locaux dans Angoulême et les enfants y vont par bus. Et c'est un autre moyen de contact des habitants et des parents. On a fin novembre, il y a des membres du conseil citoyen qui se sont rendus à l'arrivée des bus en fin de journée, sur le coup de 4h30 environ, pour rencontrer les parents, alors c'était spécifiquement pour voir comment se passaient les transports et cette nouvelle situation où il fallait venir prendre le bus dans le quartier. C'était des bus spéciaux, spécifiques, pour amener les enfants à l'école, comment tout ça se passait, etc. Voilà. Donc, peut-être que ça débouchera sur peut-être des parents qui viendront participer au conseil citoyen. On a prévu aussi de renouveler ça en janvier. On s'est mis d'accord sur quelque chose qui les attend, c'est qu'on demande que des abris soient construits là où les enfants et les parents attendent les bus, parce que là, maintenant, les parents et les enfants attendent les bus sous la pluie s'il pleut. C'est dehors. D'accord. Yeah. Merci beaucoup. Je prends une toute dernière. Alors, je vais le prendre une toute dernière pour après, on bascule sur le second projet. C'est, avez-vous un soutien des représentants de l'État, pour nous les délégués du préfecture d'Île-de-France, pour peser sur les décisions, par exemple, de l'éducation nationale? Fermeture d'établissement ou problème de transport? Non, alors il y avait un dispositif cité éducative, mais bon, qui ne fonctionne plus maintenant. Un peu, on est moins associés, mais si, il y a le délégué il y a un délégué du préfet pour les quartiers prioritaires politiques de la ville dans le département. Il est tout seul, ils étaient deux avant. Maintenant, il est tout seul depuis au moins 1 an ou 2. Alors, par rapport à l'éducation nationale, on n'a pas de. Non, il y a pas, je ne sais pas, ils sont sûrement en contact, évidemment, mais par exemple, ce choix de refaire un groupe scolaire à la place des écoles, à cet endroit-là, bon, ça date d'il y a longtemps et ça a été pris en concertation, décidé en concertation avec l'État et l'Éducation nationale acceptée. Le dispositif de transport a été mis en place par la ville d'Angoulême. Avec le délégué de la préfecture, on est en contact très suivi pour le renouvellement du poste d'adulte relais. On l'a au téléphone très régulièrement. D'accord. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage très riche où effectivement, voilà, comment on arrive à pondérer l'intérêt particulier, l'intérêt général. Donc, c'est important de voir cette articulation et ce rôle que doit avoir le Conseil citoyen. Donc, c'était très explicite. Merci à vous trois pour votre témoignage. Donc là, on va aller pas très loin. Enfin, je vous propose, et en même temps, on va peut-être voyager un peu du côté de la culture mexicaine, parce qu'on va découvrir le projet de Gwendoline Rincon Torres, du Conseil citoyen de Saintes, et qui va nous présenter un projet voilà, pour permettre aux habitants de s'exprimer sur leur quartier, d'avoir un espace de discussion. Donc j'ai eu la chance de pouvoir... Gwendoline n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est au Mexique pour fêter les fêtes avec sa famille, mais elle a pris le temps de faire une vidéo avec nous il y a de ça 2 semaines où elle va vous raconter ce qu'elle a pu mettre en place. Donc, je partage mon écran. Hop, je partage l'audio. Vous me direz, est-ce que je peux avoir des confirmations que mon écran est bien visible? Oui, Nicolas, on le voit.
Ok, c'est bon. Eh ben, c'est super. Je vais mettre ça. Hop, adapter la taille. Est-ce que je peux mettre en plein écran? Je mets en plein écran. Et donc, je vous dis rendez-vous dans à peu près 12 minutes. Donc, bonne écoute et à tout de suite. Bonjour Gwendoline. Merci Bonjour Nico. d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire où vous êtes? Oui. Bonjour, je suis Gwendoline Rincon Torres, animatrice du Conseil citoyen de Saintes. Je suis sur le poste d'animatrice depuis janvier 2022, de cette année. Et voilà, et l'initiative que je viens vous partager, c'est la Piñata à parole. Super. Donc, cette piñata à parole, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet sur votre quartier? La Piñata à parole, c'est un projet qu'on a imaginé pour répondre d'un côté à la manque de visibilité du Conseil citoyen. On voulait être plus présent dans le quartier où on a des permanences, mais qui ne sont pas très attirantes dans le format qui existe actuellement. Donc, du coup, on voulait imaginer ça plus comme un investissement de l'espace public. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a réfléchi à la Piñata Parole, parce que c'est des ateliers éphémère pour créer un piñata collaboratif. Donc, c'était vraiment le prétexte pour faire quelque chose avec les habitants. Et donc, du coup, c'est des ateliers éphémères qui ont lieu dans les parcs publics. Nous, la configuration des centres, c'est qu'on a deux quartiers prioritaires. Donc, on a le quartier Bellevue et le quartier Boissier. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'investir les deux quartiers. Donc, je faisais un atelier à Bellevue, dans le parc de Bellevue, et un autre dans un parc de Boissier. Ok. Et est-ce Et que donc, vous pouvez nous en dire plus sur oui. c'est quoi, pour tous ceux qui ne savent pas, une piñata? Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Moi, je suis mexicaine et donc, du coup, au Mexique, on a beaucoup l'habitude de réaliser des piñatas pour les anniversaires, pour les fêtes, pour tout. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça sympa de reprendre ma culture et l'utiliser avec une idée pour recueillir la parole des habitants. Donc, historiquement, les piñatas, ils sont arrivés au Mexique avec les, comment ils s'appellent, les jésuites, avec la religion catholique. Donc, du coup, c'était une façon d'apprendre la religion aux personnes qui ne savaient pas écrire et tout ça. Et donc, du coup, à l'époque, c'était une étoile de sept pics. Et chaque pic constituait un péché. Et donc, du coup, l'idée, c'était de casser les péchés. Et à l'intérieur, une fois qu'on cassait les péchés, on faisait retomber les friandises de bonbons. Et donc, du coup, c'était l'ouverture au paradis. Et donc, du coup, cette idée me semblait pertinente avec la parole des habitants. Je me suis dit, on peut lier les deux choses et on peut mettre à l'extérieur toute la connotation négative du quartier, interpeller les habitants et leur demander qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas de son quartier. Et avec toute cette connotation négative, décorer la piñata. Pour le jour où on allait la casser, pouvoir casser symboliquement toutes ces connotations négatives. Et aussi les poser la question de qu'est-ce qu'ils aimaient de leur quartier. Un peu amener la réflexion sur ce qui c'est bien aussi dans le quartier, mettre en lumière le positif. Et tout ça, le mettre à l'intérieur avec les bonbons, les friandises. Et dans cette même idée, une fois qu'on a cassé tout le négatif, pouvoir avoir accès à le positif du quartier. Et donc, du coup, l'idée, c'était de construire cette piñata avec les habitants et en même temps recueillir sa parole. Et on a passé de juillet jusqu'à octobre à la faire. Et après, on s'est mis en partenariat avec une association, une compagnie, Coyote Minute, qui réalise un festival de rue de culture culture de la rue. Ça fait 5 ans qu'ils réalisent le festival dans le quartier pour que les habitants aient l'accès à la culture.
Et donc, du coup, l'idée, c'était de casser cette piñata au moment du festival. Merci Gwendoline. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mise en œuvre justement de ces ateliers avec les habitants? Qu'est-ce qui s'y passait et qu'est-ce que vous faisiez? Et ben, concrètement, on installait des tables dans le parc un jour à la semaine. Donc, les mercredis pour un quartier, les jeudis pour un autre quartier. On mettait des tables, on mettait un grand ballon qu'on a commencé à couvrir de papier journaux. J'avais réalisé à l'avance de la colle fait maison avec de la farine et de l'eau. Et donc, du coup, l'avantage de ce type d'atelier, du matériel, c'est qu'on n'a pas besoin d'un travail trop fin. Ça nous permettait d'avoir des adultes qui participaient, mais aussi des enfants très petits. Du coup, là, par exemple, dans la photo, on ne la voit pas très bien, mais il y a un petit garçon de 1 an, 12 ans. Et comme c'est la farine, ça ne tâche pas, ça part facilement. Donc, du coup, ça nous permettait vraiment d'avoir une variété de personnes qui participaient, des adultes majeurs, des enfants très petits. Et ça nous permettait aussi d'échanger avec un prétexte, parce que les personnes ils étaient curieuses, ils s'approchaient, ils disaient mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc au début ils étaient un peu, je ne sais pas si je veux participer, mais au final de voir ces grands ballons, ça les motivait pour mettre la main à la pâte et ça fluidifiait la conversation. Du coup, parce qu'une fois que tu es en action, c'est plus facile de lâcher, de dire oh oui, mais j'aime pas ça, j'aime bien ça. Souvent, on commençait, surtout avec des adultes, on commençait très souvent avec le négatif. Ils avaient un peu de mal à sortir le positif, mais une fois qu'ils réfléchissaient, ils sortaient des choses assez intéressantes. Par exemple, le fait que dans le quartier, on a tous les services. Et c'est que c'était super bien parce on avait tout à proximité. Que ce n'était pas un quartier comme dans les grandes villes où il y a beaucoup d'insécurité, même si on a des nuisances sonores, des choses, mais ce n'est pas la même chose. Et après, après on avait aussi, c'était rigolo de recueillir la parole des enfants, parce que eux, ils étaient plus sur ce qu'ils aimaient dans le quartier, le parc, jouer, et ce qu'ils n'aimaient pas, comme les gros mots, voilà. Et d'ailleurs, je crois que il y a eu pas mal de choses qui sont ressorties et vous avez pu faire une synthèse un peu des idées. Il y a déjà il y a une diapositive, je crois, où Oui, vous avez on un a petit eu, peu je ne sais les pas si réflexions. celle-ci elle est complète parce que ça date peut-être il y aurait la finale. Au final, on a eu 40 personnes qui ont participé. 40 personnes. Voilà. Dans le plus jeune, il doit avoir 12 ans. Et le plus âgé, 83, 84. C'est une petite mamie qui venait avec son déambulateur souvent à balader son chien et qui a trouvé l'idée très intéressante et ça les servait de prétexte pour venir à papoter un petit peu, voilà. Donc oui, il y a eu plein de choses. Ouais, Des c'était initiatives. très, très riche en échange avec les personnes. Et après, ce qui était aussi intéressant, c'est la conclusion de toute cette action. C'est une action que les personnes, au final, ils voulaient voir comment elle allait travailler cette piñata. Et donc, du coup, je n'ai pas une photo ici, mais vous le verrez dans le film. Le jour du festival, on a pu, les habitants, s'ils n'ont pas participé à tous les ateliers, ils ont pu voir la piñata finalisée. Et du coup, ils étaient contents de la casser parce qu'à un moment donné, ils ont participé à la création aussi. Donc, du coup, on a eu la compagnie Coyote Minute et l'artiste Desiree Cousin, qui est aussi une Mexicaine, qui ont inventé, elle a inventé une histoire autour de la piñata, autour du contexte et de comment on était réalisés les ateliers. Et donc, du coup, on a partagé comme ça la parole des habitants, tout ce qu'on a recueilli. Et à la fin, on a pu casser la piñata. Super. Et dernière question, ces ateliers, cette initiative, qu'est-ce qu'elle a apporté dans le lien entre les habitants et le Conseil citoyen?
Est-ce que vous avez le sentiment que ça a apporté quelque chose? Bah, déjà, on a eu des personnes qui se sont dit: «Oh, je ne savais pas du tout qu'il y avait un conseil citoyen». Donc, du coup, on a utilisé l'espace, on s'est mis en scène, on va dire, d'une certaine façon. On a pu aussi parler del fonds de participation des habitants que beaucoup ne savaient pas trop qu'existait. Et au sein de la participation du conseil citoyen, par la suite, j'ai eu membre du conseil citoyen qui était plus active. Quelques semaines après, elle est venue à la régie des quartiers pour me donner ses idées pour la suite, chose qu'elle ne faisait pas avant parce que c'était une personne assez timide. Et donc, du coup, le fait de participer aux ateliers, ça lui a montré un peu plus de confiance aussi dans sa parole. Donc, du coup, ça je crois que c'est une des plus, pour moi, des plus belles réussites parce que elle t'empare vraiment du conseil citoyen. Bon, ben, merci Voilà. beaucoup. C'est très complet. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter ou un message peut-être? Alors, est-ce que vous auriez justement par rapport à un message pour les autres conseils citoyens ou les... Bah, je crois qu'il ne faut pas trop se poser des questions parce que des fois on se bloque un petit peu sur comment faire les choses. Bah, des fois, il faut se jeter un petit peu et, et pas avoir peur de l'échec. Parce que bah, moi, des fois, je me retrouvais avec des ateliers où je me disais, il y aura personne. Mais c'est pas grave. On utilise l'espace quand même et peut-être un jour, ça arrivait, je ne sais pas si arrivait, j'ai pas eu énormément de personnes tout le temps. Des fois, c'était une seule personne, des fois, c'était deux, des fois, c'était trois. Mais c'était pas grave. Ça donnait aussi l'occasion de bien échanger avec les personnes. Et donc, du coup, il faut pas avoir peur, je crois, de l'échec. Et voilà, après ce témoignage très riche de Gwendoline et son message très positif de la fin. Juste avant que vous posiez les questions, elle m'a aussi partagé beaucoup de photos de la réalisation de la Piñata qu'on ne voit pas forcément pendant sa vidéo. Et je me proposais justement de vous les partager pour que vous puissiez voir. Alors, c'est ici. Vous puissiez voir comment cette piñata a été mise en place par Gwendoline. Voilà, elle nous expliquait qu'il y a eu un grand temps de mobilisation, de conception, qui était en fait un temps excuse pour réunir les gens. Et vous voyez comment elle avait installé avec son équipe des choses assez simples, un petit fil de nylon, quelques affiches pour poser des questions sur qu'est-ce que vous aimez dans votre quartier ou qu'est-ce que vous n'aimez pas, et la possibilité pour tous, en utilisant les espaces disponibles, de venir justement 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes concevoir cette piñata. Donc je vous diffuse encore les... Là, c'était intéressant ce qu'elle disait, c'était la possibilité, grâce à cette action assez simple, de réunir toutes les générations et de permettre à tous de contribuer. Et autre point qui était assez intéressant dans son discours, c'est qu'il n'y avait pas tout le temps 15 personnes autour de sa table pour concevoir sa piñata, mais parfois c'était seulement une, deux, trois personnes. Mais c'est surtout la récurrence qui lui a permis de... Alors là, on voit hein, la piñata qui prend forme beaucoup plus, très jolie. Mais donc, c'est cette récurrence qui lui a permis, au fil de l'eau, de réussir sa mobilisation à l'échelle du quartier. Et ça, voilà le festival qui était derrière organisé dans la foulée pour découvrir les témoignages de cette piñata. Ah, je coupe le partage.
Et je vous propose de poser vos questions, mais certains ont déjà commencé. Si je reprends le fil de la discussion, il y avait une première question du Conseil citoyen d'Angoulême qui était « Êtes-vous bénévole ou salarié ?» C'était une question pour Gwendoline, c'est ça? Oui. Donc Gwendoline est bénévole pour le Conseil citoyen. Je vois une deuxième question sur « C'est super comme projet à Paris, le souci est d'obtenir rapidement une autorisation dans le domaine public. Et je suis convaincu que les repas partagés restent un bon tremplin pour rencontrer les habitants qui ne connaissent pas bien le rôle du Conseil citoyen. » Mais alors, il y a deux choses dans cette… effectivement, sur les initiatives de Aller Vert, c'est comme ce que nous disait le Conseil citoyen d'Angoulême, c'est comment on trouve des dispositifs pour, comme disait Gwendoline aussi, occuper l'espace public, être visible pour se faire connaître du Conseil citoyen. Donc, les repas, les balades urbaines, les stands extérieurs sont des points importants, sont des aspects importants. La récurrence aussi, parce que ce qui a été évoqué là par Gwendoline, c'était qu'il y a eu un long temps de mobilisation en fait, autour du projet qui a duré de juillet à octobre. Donc, ça n'a pas été, elle avait bien précisé, ça n'a pas été juste un événement ponctuel. Et c'est grâce à cette récurrence qu'on peut avoir justement cette possibilité en fait, de finir par se faire connaître, de capter à chaque fois 1, 2, 3 personnes pour justement pouvoir se faire connaître dans le temps. Et pour les autorisations dans le domaine public, alors moi, de mes échanges que j'ai eus justement avec Gwendoline, j'essaye de vous répondre aujourd'hui puisqu'elle n'est pas là, donc je vais essayer d'avoir le maximum de réponses. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle occupait des espaces qui étaient disponibles sans véritablement d'autorisation. Là, sur le coup, c'était très simplement, elle a déposé une table et juste quelques espaces. Ça avait été fait en utilisant le terrain de sport qui était disponible. Donc, c'est effectivement, parfois, il y a des enjeux d'autorisation et puis parfois, il y a des espaces qui peuvent être disponibles et effectivement à exploiter pour organiser ces temps de rencontre. Une autre question. Alors, n'hésitez pas non plus. Je vois qu'il y en a beaucoup dans le chat, mais ce n'est pas parce qu'on a dit en introduction qu'il fallait couper les micros que personne n'a le droit de prendre la parole pour réagir ou ne soyez pas timide. Je vais lire encore la dernière question. C'est quels sont vos liens avec la régie urbaine et d'autres associations? Le collège des acteurs, est-il important dans le Conseil citoyen? En tout cas, je ne peux pas être aussi précis sur les relations qu'elle a avec ou la régie urbaine ou d'autres associations. Ce que je sais en revanche, ce qu'a beaucoup expliqué Gwendoline, c'est qu'il y avait une logique d'ancrage du Conseil citoyen en fait, dans le quartier. Et c'est-à-dire qu'elle a voulu aussi l'organisation du festival. Vous avez bien compris que suite à la conception en fait, de cette piñata, elle s'est appuyée sur un festival existant qui était organisé par une association, un organisme théâtral, pour aussi avoir cette mobilisation le jour J. Donc elle s'est dit comment je passe les bons partenariats avec les acteurs qui sont déjà actifs dans le quartier pour être un relais de cette action que nous portons en tant que conseil citoyen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel elle est revenue pour deux choses. Un, le partenariat avait du sens sur la mobilisation, pour aider à la mobilisation. C'est toujours plus simple de céder d'autres acteurs pour mobiliser. Et deux, c'était aussi sur de la complémentarité. C'est-à-dire qu'elle disait, moi, je recherche aussi des compétences complémentaires dans ce partenariat avec l'association théâtrale, parce qu'ils vont pouvoir avoir la capacité de mettre en récit le jour J ce qu'on a fait dans cette piñata et de lui donner encore plus d'importance. Et ça, elle a dit, c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye de travailler pour trouver cette bonne articulation entre le conseil citoyen et les associations de quartier qui parfois peuvent être très nombreuses pour que justement tout le monde puisse être gagnant-gagnant en fait, dans la coopération. Et c'est ce qu'elle a mis en avant pour son initiative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'avais pas une question, pardon, c'est Sophie Tartière. Mon nom est très bizarre et on ne me voit pas, mais c'est Sophie Tartière qui participe à la formation acteurs-habitants auprès de Nicolas à l'école du renouvellement urbain. Je voulais juste revenir sur le message qu'elle a dit à la fin, Gwendoline, que je trouve très importante, qui est de ne pas avoir peur de l'échec et de ne pas avoir peur de commencer petit.
Parce que même nous, en tant que professionnels, ça nous arrive d'avoir personne dans nos ateliers ou très peu de personnes. Mais parfois, même très peu de personnes, eh ben, c'est de la qualité. Justement, comme elle le dit très justement, ça permet des échanges riches et profonds que ne permettent pas nécessairement de grandes réunions publiques ou de grands nombres. Et donc, du coup, je trouve que c'est un message très important et très humble qu'elle nous livre à la fin, mais qui est essentiel. Ah, merci, tu m'as changé mon nom. Merci. Voilà. Ben, merci Sophie. Et oui, effectivement, en tant que professionnel, on est aussi souvent confronté à ça. Donc, c'est comment on ne s'arrête pas à un petit nombre de participants. J'ai vu une main qui s'est levée. Alors, je n'ai pas ouais. Allez-y. Je vois iPhone 6 SCR, donc je ne peux pas vous interpeller. Je crois que votre micro est coupé pour le moment. Là, il est... Ah non, il s'est recoupé. Là, ça va? Là, ça va. Alors, moi, je suis Cécile Roy, je suis membre du Conseil citoyen du 19e arrondissement à Paris. Et je voulais remercier effectivement tous ces témoignages que je trouve intéressants et qui font chaud au cœur, parce que c'est vrai qu'on a du mal. Je voulais juste dire que nous, on était très frileux au départ sur des interventions, soit sur l'espace public à caractère festif, parce qu'on avait l'impression que on était, alors que c'est quand même compris dans le contrat de ville de Paris, se réapproprier les espaces communs. Mais que voilà, on ne pouvait pas être uniquement des personnes ou des groupements qui soutenaient des activités culturelles qui relevaient d'autres compétences et d'autres objectifs. Et ben, en fait, on s'est beaucoup plus rapproché de l'équipe de développement local qui représente pour la politique de la ville les personnes de la mairie. Et puis, on a changé de délégué du préfet et elles sont très attentives maintenant à ce qu'on fait. Et en fait, on s'appuie, oui, sur des événements et des associations locales où on crée des événements et on a créé un questionnaire qu'on adresse aux gens et qu'on retourne. C'est-à-dire qu'on s'est dit que, en effet, à partir du moment où on pouvait se rendre visible et où on pouvait recueillir la parole des habitants, ça justifiait notre présence soit en tant qu'initiateur, soit en tant que participant à des événements à caractère festif et culturel. Et je voulais juste indiquer que ce qu'on fait, nous, mais c'est peut-être la géographie de Paris qui le permet, c'est qu'on fait parfois des événements à l'intérieur des cités. On a des grosses cités. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que là, on a fait un goûter des enfants, on a distribué des questionnaires. Alors, il faut qu'on les affine avec le DL parce que parfois, ils sont un peu éloignés, ce qu'on a dit, de la vie des gens. Et puis, on a fait un bal à l'intérieur aussi d'une cité et on prévoit d'autres choses, peut-être des animations autour de la propreté interquartier, du plugging, c'est-à-dire ramasser des choses en courant. Voilà, mais c'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression qu'on est un peu dans le vide. Enfin, c'est surtout beaucoup de boulot, on n'est pas très nombreux. Hein. Nous, notre cellule active, elle est de 6 personnes à peu près. On a des quartiers prioritaires dans le 19e qui sont complètement éclatés. Donc, on a des référents par quartier. Et voilà, la vie n'est pas simple. Et puis, les autorisations, effectivement, pas toujours évident. Difficile à obtenir, mais enfin, difficile. C'est un peu un parcours. Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. Hein, c'est probablement du surcroît de travail parce qu'en même temps, il y a un tissu associatif très, très riche. Donc, il doit y avoir pas mal de demandes d'autorisation. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage qui vient compléter ce qui a été dit. Et effectivement, l'idée, ce n'est pas que le Conseil citoyen soit un animateur
de fête dans le quartier, mais c'est comment on trouve des moments excuses pour se faire connaître, tisser du lien et après, en fait, trouver des moments excuses de convivialité pour derrière se connecter aux problématiques et aux sujets de cadre de vie et de renouvellement urbain. Donc, c'est effectivement souvent un incontournable pour réussir à mobiliser et toujours dans cette même logique, et tout le monde le répète, hein, professionnel, conseiller citoyen, de cet ancrage dans le temps. Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts de mobilisation, mais on sait que ça passe par ça. La récurrence, c'est fondamental. Et la récurrence est fondamentale pour créer des nouvelles habitudes et des réflexes, et on sait que c'est un incontournable. Merci beaucoup. 13h31, nous sommes dans les temps. Désormais, nous allons remonter dans le Finistère, aller à Brest, découvrir une initiative du Conseil citoyen de Kérangof-Loti et donc de Merveille, qui a lancé un projet de repas partagé sur le quartier. Donc Merveille, je vous laisse prendre la parole et puis vous me dites quand vous voulez que je partage les photos voilà, qui illustrent ce que vous faites, mais je vous laisse vous présenter le contexte de votre quartier, le Conseil citoyen, et merci d'être là. Alors, en revanche, votre micro est coupé pour l'instant. Ça y est. D'accord, merci. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Merveille. Je suis membre du Conseil citoyen de 4 Moulins, le quartier Kérango. Je suis également secrétaire à l'association SPAB, Solidarité de personnes accueillies et accompagnées en Bretagne. Là, je suis porteuse d'un projet que j'appelle le Merveille de Kérango. C'est un projet de cuisine partagée. Les projets en question, ça se passe dans les quartiers KIPV de petite taille, assez vivants et multiculturels. C'est un quartier où les femmes sont beaucoup plus à la maison. Et du coup, mon projet, au fait, de cuisine partagée, et l'idée du projet, au fait, c'est de réunir les gens, de réunir ces femmes-là qui sont dans leur maison, de faire sortir dans leur zone de confort pour qu'ensemble, qu'on essaye de mettre en valeur leur savoir. Et le but, de fait, l'objectif, c'est de créer un restaurant solidaire à la longue. Mon ambition, c'est d'accompagner la mixité et l'inclusion des personnes tout en développant leurs énergies et les partages nécessaires au bien-vivre dans l'ensemble des habitants de Brest. La première session, je l'ai fait au mois de juin 2022, juste après ma formation d'acteur habitant à l'école du renouvellement urbain. Et ça s'est bien passé. C'était une première expérience, mais ça s'est quand même bien passé. J'ai y accueilli à peu près 50 personnes et j'avais le soutien du Carrefour Express qui est juste en face du centre social de Kérango. Et donc, on a préparé les différentes spécialités. Notamment, on a fait les spécialités du Congo, de la France, du Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de Pologne. Et ce sont 4 femmes de l'association qui ont préparé. Donc, c'était Eden, Noël, Rosalie et moi-même aussi, j'ai fait la cuisine pour la première édition. Et donc, du coup, ça s'est très bien passé. Et la mobilisation, ça s'est passé comment? En fait, j'ai demandé à chacune des femmes de mobiliser des personnes de sa nationalité, en fait, pour venir participer à l'activité. Et donc, du coup, chacune des femmes, toutes les personnes d'abord de l'association, puis ont pu inviter des personnes à la première activité. Et puis, du coup, on a préparé et on a présenté notre activité. En tout cas, en général, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Les gens ont aimé. Et puis, ils nous ont sollicité de faire une deuxième activité. Nous avons quand même mis des suggestions également par rapport à l'événement en question. Et donc, du coup, après, normalement, j'ai oublié un truc. Juste après la formation, j'ai présenté le projet au Conseil citoyen des 4 Moulins. Ils l'ont validé. Et après, j'ai demandé également le financement pour la deuxième activité. Et après la présentation du projet auprès de membres du jury, ils ont validé
pour une subvention. Ils m'ont donné une subvention de 586 €. Et ça m'a aidé pour faire ma deuxième activité. Et du coup, la deuxième activité, ça s'est très, très bien préparé parce qu'on a eu quand même du temps. Le temps, en fait, pour bien le faire. Parce que déjà, pour la subvention, ça n'a pas traîné. Comme on nous avait proposé, en fait, de prendre des bons d'achat, c'est un peu beaucoup plus rapide, quoi. Donc, ils ont mis à notre disposition ces bons d'achat un peu plus tôt. Donc, on a eu vraiment notre temps, en fait, de bien préparer notre deuxième activité. Et du coup, la deuxième activité, je l'ai fait le 8 octobre. Et avec seulement les femmes de l'association, on a fait cette fois-ci six différentes spécialités. Nous sommes allés jusqu'à Venezuela, Madagascar, Côte d'Ivoire, Congo, France, Pologne et tout. Et donc, les deux autres femmes sont venues juste après la première activité. Donc, ils étaient là à la première activité, ils ont apprécié l'initiative et ils ont intégré l'association. Donc, c'est avec eux qu'on a pu faire notre deuxième activité. Et la deuxième activité, comme je venais de le dire, ça s'est très bien passé. Il y avait aussi beaucoup plus de gens par rapport à la première activité. C'était vraiment une réussite. Et puis, les Carrefour Express a continué de nous soutenir. On a eu à avoir des trucs gratuitement chez lui. Et puis, on a profité pour demander aussi à la mairie de faire ces bons d'achat au nom du Carrefour, parce qu'il était notre partenaire pour la première activité. Donc, voilà, et c'est un peu ça. Pour la deuxième activité, on a accueilli à peu près 80 personnes. Les autres venaient juste pour acheter à manger puis partir. Acheter à manger puis partir, mais d'autres restaient quand même sur place pour manger, partager avec les autres et tout. Et ce que j'ai aimé, en fait, les gens voulaient beaucoup découvrir les spécialités d'autres pays. Donc, c'est ça que les gens vraiment beaucoup aimé. Et du coup, il y avait aussi madame le vice-maire était là, il est venu pour voir l'activité elle-même en question. Voilà, et puis il m'a cherché, il m'a encouragé pour l'initiative en question. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. Pour moi, je dirais que cette initiative, pour moi, par rapport à l'intérêt général, je dirais pour moi, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience déjà de rassembler des gens comme ça, des gens qui étaient dans leur maison, qui ne sortaient pas. J'ai pu avoir ces courages-là, voilà, de nous faire sortir de leur zone de confort, de les rassembler et puis, voilà, que chacune, de faire en sorte qu'ils puissent en fait s'exprimer parce que, voilà, pendant les activités, je dirais, on essayait un peu de transmettre aussi les messages de l'association puis du conseil citoyen. Donc, voilà, et puis j'ai vu, normalement, ces jeunes-là, les jeunes aussi étaient très contents au fait de venir manger, de venir partager voilà, avec les autres. Donc, voilà ce que je pourrais dire en gros. Et pour réussir ces activités, j'avais essayé de mettre quelques stratégies en place, donc, comme notamment le groupe de WhatsApp. Et j'avais créé un groupe de WhatsApp pour nous, les femmes qui préparons, donc pour faire passer le message rapidement. Quand j'ai un message, quand j'ai une idée, une suggestion, donc je le fais passer directement dans le groupe. Je sais que ça parvient à tout le monde. Et puis, même ces femmes-là, ils nous donnent aussi leurs suggestions, leurs avis par rapport à un truc, par rapport à une idée. Donc, on le fait passer directement dans notre groupe WhatsApp. Et voilà, et comme difficulté, voilà, je dirais que c'est pas vraiment aussi facile. C'est pas aussi facile de gérer deux personnes. Surtout pour mon cas, par exemple, toutes les femmes avec qui je travaille, ils sont plus âgées que moi. Ils sont vraiment plus âgées que moi. Il y a un très grand écart, en tout cas. Alors, je me retrouve des fois dans des réunions avec des très grandes personnes que je dois peut-être orienter et tout, par rapport à ma vision, par rapport à mes initiatives et tout. C'est pas du tout facile pour moi. Ben, je m'en sors quand même parce que, voilà, ce sont des femmes qui, je sens eux, elles sont vraiment là en train de porter cette vision, quoi,
Donc, du coup, quand je passe le message et dans les idées, en tout cas, elle est forte. Elle est forte. Et puis, deuxième difficulté, je dirais peut-être, c'est par rapport au financement. Donc, comme nous sommes au début, donc voilà, la deuxième activité, la mairie nous a financé, mais après, nous sommes en train de préparer notre troisième activité. On est en train de chercher des stratégies, comment on va faire au cas où la mairie ne nous soutient pas, comment ça va se passer. Donc, du coup, on a fait des lettres d'aide pour déposer dans des commerces, différents commerces, pour aider de voir s'ils peuvent voilà, nous soutenir pour notre troisième activité. Ben, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Mon idée, mon initiative, ma vision. Et puis, surtout que je sens que non seulement les gens du quartier, parce que quand je fais des activités, même les gens des autres quartiers viennent, en fait. Même les gens des autres viennent pour découvrir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi exactement. Donc, voilà. Ouais, ça a créé une vraie dynamique de quartier, ça crée de la curiosité. Oui, la curiosité, oui, oui. Oui, oui. Notre seul souci aussi, au fait, c'est comme présentement, on les fait à l'intérieur du centre social. Alors, normalement, c'était un projet qu'on devait faire en dehors, dans l'espace public et tout, en dehors et tout. Mais vu qu'à Brest, il plaît à tout moment. Et du coup, on s'est dit, si on le mettait peut-être dehors, comme c'est de vie dehors, peut-être ça ne va pas très bien marcher, parce que la pluie va commencer à nous déranger à tout moment. Qu'on le mette à l'intérieur et tout, on est en train de chercher des moyens, en fait, de voir des moyens pour voilà, le faire dehors. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup plus de visibilité. Donc, la mobilisation que nous avons, ça dépend vraiment de notre, comment on dit, du courage de l'équipe, au fait. Donc, c'est nous-mêmes qui invitons, voilà, de personnes. Et puis, 2-3 jours avant, même une semaine avant, de rappeler encore les gens du quartier, voilà, qu'on a une activité, il ne faut pas oublier de venir, faut pas, voilà, quoi. Mais ça va quand même, ça se passe bien. Donc, c'est aussi, je pense, une répétition qu'on entend depuis ce matin, hein, depuis ce midi, pardon, sur la mobilisation qui passe par relancer, répéter, être constant. Oui, de bouche à l'oreille, oui, c'est ça exactement. C'est ça exactement. Et en plus, avec ce que vous avez mis en place, le groupe WhatsApp, ça permet de relancer en même temps tous les ambassadeurs de la mobilisation. Oui, 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 oui. Et puis même pour ma deuxième édition, comme j'avais invité l'une des responsables des cuisines du monde, ici à Brest et tout, quand elle est venue, elle était vraiment très contente de l'organisation parce que, en tout cas, la deuxième édition, c'était très bien organisé. C'était vraiment très bien organisé. Elle a même demandé à ce qu'on fasse un partenariat, voir comment on peut faire un partenariat et tout. Donc, voilà, on est en train de réfléchir sur ça. Ce qui peut-être peut nous bloquer un peu, c'est le financement, mais on est en train de chercher comment évoluer, aller un peu plus loin. Et avancer. Et avancer. Et du coup, la semaine passée, comme les conseils citoyens aussi, on avait une réunion avec le sous-préfet. On a remis notre lettre de demande et tout pour voir comment il peut nous aider et tout. Et il a promis de nous répondre, donc on attend sa réponse. Voilà. Donc, le projet va continuer à grandir. Alors, ça me permet de faire peut-être une transition. Je vois qu'il est 45 pour derrière laisser aussi la possibilité de poser des questions. Oui. Cas particulier de ce témoignage, vous étiez dans une formation acteur-habitant et il y avait Sophie en fait aussi qui vous accompagnait. Je crois que Sophie, tu avais une question pour Merveille. Et en même temps que tu poses ta question, je vais partager ce que j'aurais dû faire plus tôt, les photos de Merveille et des repas. Hop. Donc Sophie, je te laisse poser la question que tu souhaitais poser. Je vois dans les commentaires qu'il y a déjà, vous êtes un rayon de soleil pour Brest, mais oui, justement, Merveille, je voulais te féliciter parce que je me souviens que le projet, on l'avait fait ensemble dans le cadre de la formation et c'est vraiment incroyable ce que tu as réussi à faire, le nombre de personnes que tu as réussi à mobiliser, l'énergie que tu as mis dedans. Donc vraiment, je voulais te dire un grand bravo déjà pour cette initiative. Et je voulais te poser une question. C'est parce qu'il me semblait que quand on avait travaillé sur ton projet, ton objectif à la base, ça avait été plutôt de professionnaliser un peu des femmes qui étaient un peu sans emploi. Je vois que du coup, l'objectif, il a été un peu, enfin, quand on avait travaillé ensemble, on avait justement réévalué l'objectif qui était plutôt aussi de créer une dynamique, de faire se rencontrer les gens. Mais du coup, ma question, c'était est-ce que l'autre objectif qui avait été à la base de peut-être professionnaliser un peu des femmes qui n'avaient pas d'emploi ou faire de l'insertion, tu l'avais mis de côté pour plutôt te concentrer sur
sur le vivre ensemble et sur la création de liens, ou est-ce que c'est quand même une idée que tu gardes un peu en tête pour plus tard ou pour d'autres activités? Non, je ne l'ai pas mis de côté, mais après, on est en train de voir si, par exemple, on arrive à avoir 3 ou 4 femmes qui n'ont pas, parce que les autres femmes qui ont préparé, parmi les femmes, les autres ont déjà cette formation-là de cuisine, au fait. Elles ont été déjà formées de cuisine partagée. Donc, pour eux, ils n'ont plus besoin de formation. Mais après, de nouvelles personnes qui sont là, eux, ils n'ont pas encore, ils sont pas encore formés. On est en train de voir si on arrive peut-être à avoir 4, 5 femmes. Peut-être on cherchera le moyen dans l'association pour essayer de les former, en fait. Mais l'idée en soi n'est pas rejetée. L'idée en soi n'est pas rejetée. Bravo, en tout cas, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants pour en savoir plus sur ce projet de merveille et de cuisine partagée? Hop. Je vais couper le partage d'écran, voir si certains lèvent la main ou posent leurs questions dans le chat. Moi, j'aurai des questions. Donc... Ouais, je me lance, comme ça fera venir peut-être d'autres questions. Moi, j'ai une question, justement, Merveille, sur quand vous êtes donc sorti de la formation, vous êtes allé présenter au Conseil citoyen l'idée du projet. Comment le Conseil citoyen a réagi et quel intérêt en fait, il a vu par rapport à... Parce que là aussi, ça change un peu du cadre peut-être plus formel qui est du Conseil citoyen. Quelles ont été les réactions? Est-ce que ça a mobilisé les membres? Ça leur a donné envie ou ils ont plus été spectateurs dans un premier temps? Non, mais après, ils m'ont demandé d'abord l'objectif du projet, que j'explique ça explicitement, qu'ils comprennent vraiment l'objectif du projet et tout. Quand j'ai expliqué, et après, ils étaient du coup d'accord. Ils étaient du coup d'accord. Et ils disaient, bon, c'est un moyen aussi, voilà, pendant les activités, de faire passer de messages par rapport au quartier, par rapport à la vie du quartier, la vie des habitants et tout. Donc, ils étaient d'accord. En tout cas, ils n'ont pas compliqué, quoi. Ils étaient favorables. Et ils ont voulu être contributeurs ou d'abord c'est plus vous qui avez porté et puis ils ont dit bah, on verra et nous on sera là plus pour faire des informations sur le Conseil citoyen pendant les repas. Ça s'est organisé comment? Bon, la première activité, comme ils n'ont pas financé, bon, ils ont juste laissé que je fasse mon activité. Mais la deuxième activité, j'ai remarqué quand même, non seulement madame la vice de maire est venue, même les autres membres, de la mairie, au fait, ils sont passés également pour voir l'activité, comment ça s'est passé. Oui, voilà quoi. Donc, j'ai vu quand même qu'ils étaient, voilà. Je voulais quand même voir comment ça se passe, comment ça se déroule et tout, comment je puis avoir le courage de mobiliser les gens. Merci. Alors, il y a une question qui est apparue dans le chat qui est à quelle échelle se situe votre projet par rapport à l'ensemble de la ville? Est-ce que c'est plusieurs quartiers ou c'est seulement sur le ou les QPV? Aujourd'hui, les initiatives, en tout cas les premières actions que vous avez lancées, elles sont... Bon. Premièrement, en fait, je m'arrête d'abord dans les rives où je suis, la rive droite du Brest, qui regroupe quelques quartiers, Récouvence, Kirango et tout. Mais après, l'idée, en fait, voilà, de conquérir les autres quartiers, la rive gauche également, pourquoi pas toute la ville de Brest, quoi. Mais pour l'instant, je me focalise un peu sur les rives où je suis. Très bien. Étape après étape, avant Oui, de étape conquérir après étape, Brest oui. dans son ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. Moi, sinon, j'en aurais une autre encore. Mais je ne veux pas prendre trop la parole. Je parle déjà beaucoup.
Alors, je vais quand même lancer ma question vu que pour l'instant, il n'arrive pas. Vous nous aviez dit que le projet aussi avait évolué par rapport à un projet qui était 100% orienté autour des femmes et qui avait en tout cas des échanges pour l'ouvrir peut-être et impliquer aussi les hommes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus et voir où on en est justement de cette réflexion ou est-ce que c'est resté sur le périmètre initial? Ok. En fait, personnellement, moi, j'avais juste l'idée, au fait, voilà, de travailler avec les femmes. De travailler avec les femmes. Mais après, quand j'ai présenté le projet à la mairie, et du coup, c'est eux qui m'ont demandé, au fait, d'offrir les projets à tout le monde. D'offrir des projets à tout le monde, aux femmes et aux hommes. Je dis que oui, même les hommes aussi, voilà, cuisine. Même les hommes aussi ont besoin des formations au besoin. Donc, du coup, il faut offrir le projet à tout le monde. Comme ça permet aussi d'élargir, au fait, d'élargir un peu le terrain. Et puis, on sait que quand c'est comme ça, tout le monde peut venir, en fait, les hommes et les femmes peuvent venir à l'activité. Est-ce qu'on ne dira pas que non, c'est une activité des femmes, c'est une activité des femmes? Non, même les hommes aussi peuvent venir parce qu'il y a aussi des hommes dans la cuisine. Donc, voilà. Et du coup, j'avais vu l'idée, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, voilà. Et pour la troisième activité, je vais offrir les terrains à tout le monde, en fait. D'accord. On ouvre pour toucher encore davantage de monde. Oui. Il y a un dernier point, vu que pour l'instant, je ne vois pas de main qui se lève et de questions dans le chat, qu'il est 52 et on a encore un peu de temps. Et il y a une approche qui, moi, me paraît particulièrement intéressante, quelque chose que vous faites sur la dimension participative. C'est-à-dire que vous avez parlé du fil WhatsApp, qui est juste pour communiquer, donc déjà, ça facilite la communication. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure qui m'a vraiment marqué, c'est être dans une approche participative pour que tout le monde puisse aussi participer et donner ses idées sur comment va être organisée la prochaine initiative, la manière de s'organiser pour les recettes, etc., proposer des choses. Et donc, être dans une logique de, même si vous impulsez le projet, oui, de laisser la parole à d'autres exactement. contributeurs et que le projet, quand on parlait de faire de co-construction, parfois c'est un mythe, mais parfois ça existe, et d'être dans cette logique justement très participative et de co-construction du projet. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, est-ce que ça vous est venu naturellement? Bon, oui, je dirais oui. Parce qu'à part ça, ben, dans les autres activités que je fais, par exemple, là où je suis responsable de l'accueil dans une église et tout, j'ai déjà eu cette culture-là. En fait, quand on gère un groupe, bien un genre de personnes, je me dis qu'il faut toujours donner des opportunités à d'autres de parler. Peut-être qu'ils peuvent avoir de très bonnes idées que peut-être moi, je n'ai pas. Et ça peut m'aider aussi. Et puis, deuxièmement, je ne veux pas le faire sentir que c'est moi qui commande, c'est moi qui dis tout, au fait. Donc, je veux qu'ils se sentent aussi à l'aise, au fait. Qu'ils se sentent aussi à l'aise de parler librement leurs idées, leurs idées, quoi, leurs suggestions. Ça pourra nous aider, au fait. Donc, c'est pourquoi je laisse toujours la parole aux autres de s'exprimer. Et puis, voilà. Oui, et puis c'est comme ça que vous entretenez cette dynamique collective qui fait que petit à petit, la communauté d'acteurs et de parties prenantes impliquées autour du projet grandit aussi parce que vous laissez la place oui, à l'expression de chacun. oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que nous tous, question de porter du participatif, c'est dire comment on a aussi nous-mêmes cette culture du participatif à l'intérieur de nos structures, organisations et conseils citoyens pour permettre au projet de vivre de manière collective. Oui. C'est ça. Ah, une question est arrivée dans le chat. Quelle est votre place dans le conseil citoyen, Merveille? Je suis membre, je suis juste membre simple du conseil citoyen. Voilà, donc je participe dans toutes les activités des conseils citoyens. Voilà. Et depuis combien de temps vous êtes membre de ce conseil citoyen? Ça fait même pas 6 mois, donc depuis le mois de juin, depuis juste après la formation des acteurs habitants. Parce que là, j'étais là, mais j'étais beaucoup plus dans l'association, j'étais beaucoup plus dans les activités des associations.
l'association voilà, les responsables, il est déjà aussi membre du conseil citoyen. Et puis, le bureau de l'association, c'est vraiment dans les centres sociaux. Donc, du coup, j'étais déjà là, ils me voyaient déjà régulièrement et du coup, j'ai intégré aussi facilement le conseil citoyen. Donc, vous êtes une membre très positive et active qui est rentrée dans un conseil citoyen. Oui. Avec tout de suite l'envie de participer et de contribuer via un projet concret. Oui. Super. Je vois s'il y a le temps d'une dernière question pour ceux qui hésiteraient. Oups. Et s'il n'y en a pas, juste avant de donner la parole à Alice pour clôturer. Ah si, hop, la dernière question de dernière minute. Est-ce que vous avez des contacts avec les bailleurs pour éventuellement mettre à disposition des locaux pour permettre des temps de cuisine partagés? Non, présentement, non, mais avec les activités que je fais, la cuisine, on utilise la cuisine du centre social. Pour les 2 précédentes activités, on a utilisé la cuisine du centre social, mais c'est avant les temps, peut-être on pourra voir si voilà, la ville peut nous accorder un endroit, un espace pour voilà, faire des activités à part. Mais présentement, comme les activités se passent dans le centre social, donc on utilise tout le centre social. Vous appuyez sur l'existant, ce qui est à disposition pour l'instant. Oui. Mais peut-être à l'avenir, pour conquérir Brest, effectivement, avoir des cuisines, enfin, mobiles, pas mobiles, mais pouvoir vous déplacer dans des différents espaces. C'est ça. Et je vois une dernière demande de précision, c'est... Et dans le cadre des conventions, alors je crois que c'est pour le financement, pourquoi pas dans le cadre des conventions TFPB? Pardon? Je vois qu'il y a une dernière question dans le chat sur si la personne peut prendre éventuellement la parole. Non, ce n'était pas une question, c'était une précision pour les bailleurs que dans le cadre des conventions TFPB, avec la ville, il puisse y avoir des financements et de l'accompagnement pour les initiatives des habitants dans ces quartiers, et notamment dans le cadre de cuisine partagée ou les mises à disposition de locaux pour que les personnes qui font de la cuisine dans le cadre de projets informels puissent avoir des espaces collectifs identifiés. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon, une bonne information pour Merveille. Bon, mais il est 13h58, donc je vais juste moi vous dire à tous, Angoulême, Sainte, Gwendoline qui n'est pas là, et à Merveille, merci beaucoup, bravo pour toutes ces initiatives voilà, qui donnent envie. Ça fait encore plus plaisir quand on en voit certaines initiatives qui sont nées directement, qui étaient nées déjà avant de passer dans la formation acteur habitant, mais sur lesquelles on a pu travailler, comme Sophie le disait, et les voir exister en vrai, c'est super. Donc, merci à tous pour ce moment et je passe la parole à Alice pour la clôture de ce webinaire. Je renouvelle les remerciements à tous les conseillers citoyens qui sont intervenus aujourd'hui, notamment Jean-Claude, Lucien, Gwendoline et Merveille. Un grand merci pour vos témoignages qui nourrissent aussi les autres conseils citoyens. Demain, ça continue, la semaine continue. Alors, on retrouvera Elbeuf avec une expérience autour d'un outil d'appropriation du projet. Donc, ils ont utilisé une maquette pour aider à l'appropriation du projet de renouvellement urbain. Et on retrouvera aussi Cindy de la Réunion autour comment le conseil citoyen est un relais auprès des habitants dans le quartier. Voilà. Et on finira aussi sur une conclusion sur se former pourquoi, où on reviendra sur la formation conseil citoyen. Merci à tous. À demain, même heure, même lien. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Bon.